Bonjour, on se démarre le 6 mai, cette première journée, avec notre big entretien et je reçois Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier et président du LI France. Éric, bonjour, Éric Donnet, bonjour, directeur Gaël. général Groupama Immobilier, président du LI France. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Business Immo pour ce big entretien. On va prendre un peu notre temps, on est sur un canapé, on est à l'aise, on est tranquille. Je voudrais d'abord commencer par le directeur général de Groupama Immobilier et savoir quel bilan tu tires un peu de l'année 2023 pour ton groupe. Alors pour Groupama Immobilier, c'est une année 2023 en deux temps. Un premier semestre mitigé, mais du point de vue de l'activité opérationnelle satisfaisant, et un deuxième semestre qui est en fait l'électrochoc de marché, avec finalement une mise à l'arrêt, une mise en tension de l'ensemble de nos activités, au-delà de la phase d'attentisme qu'on pouvait avoir sur le premier semestre, et notamment avec tout cet impact de revalorisation ou de dévalorisation des actifs et l'impact de la liquidité. Un petit point sur les opérations de Groupama Immobilier. Il y a quand même des programmes assez emblématiques. Je pense à The Link, je pense à ce nouvel immeuble Précellence près de l'Étoile, je pense à l'immeuble le plus nul de Paris, je cite, hein, c'est pas moi qui porte un jugement. Où est-ce qu'on en est un petit peu sur ces opérations ? Alors The Link, qui est l'opération emblématique que porte Groupama Immobilier, déjà pour rappeler, c'est l'opération la plus importante menée aujourd'hui par un opérateur privé sur le territoire de la Défense, mais en tout cas en France, puisque un coût de construction dépassant le milliard d'euros pour construire le futur siège mondial de Total Energy. The Link se déroule plutôt bien. On a pris un tout petit peu de retard au démarrage, mais je rappelle que le démarrage date de mai 2020, donc on était encore dans cette période Covid, retard au démarrage qu'on n'a pas finalement réussi à complètement rattraper, et donc on reste sur une livraison programmée en 2025, donc à horizon dernier trimestre 2025, avec des équipes du groupe Vinci qui sont pleinement mobilisées pour atteindre cet objectif, et les équipes de Total Energy qui bien évidemment prennent soin dès à présent de concevoir et de co-concevoir avec nous leur futur siège mondial, et donc qui sont vraiment très proches des équipes de Groupama Immobilier pour satisfaire ce besoin. Précellence, un petit mot sur Précellence, déjà il faut rappeler ce que veut dire précellence, hein. On vise là la conception d'un immeuble de très haut standing, place de l'Étoile, qui est en fait la réunion de deux hôtels particuliers, l'un qui est situé 17 rue de Presbourg et l'autre au 1 bis avenue Foch. Précellence voulant dire l'excellence au-delà de toute comparaison. On s'est fixé un objectif, une trajectoire avec une très haute ambition, et en fait c'est pouvoir démontrer qu'on arrive à concevoir des bureaux vraiment d'exception dans ce site qui fait un peu plus de 3000 m² et qui doit, de par sa localisation, mais aussi de par ses usages et la réversibilité de ses usages, viser vraiment ce qu'on fait mieux sur notre marché. Précellence, c'est finalement l'aboutissement un peu explosif de ce qu'on avait déjà réalisé sur l'ancien consulat de Chine rue de Washington, opération qui a été louée à Cisco à un prix locatif élevé, mais parce qu'on avait réussi à y mettre un niveau de prestation assez exceptionnel. Là, on va faire dans vraiment l'extra exceptionnel avec cette excellence au-delà de toute comparaison, et donc Précellence est une opération pour laquelle on vient d'obtenir le permis de construire qui est purgé maintenant, et une opération qui va pouvoir démarrer sur 2024. Ça va toucher des sommets en termes de loyer C'est l'objectif, Gaël. On a déjà réussi à toucher des sommets en termes de loyer avec notre opération rue de Washington, baptisée Ultime. On a effectivement loué dans le dernier mois une opération également sur l'avenue de Messine qui est baptisée Tandem, qui est la réunion de deux actifs entre le 45 rue de la Bienfaisance et le 16 avenue de Messine, qui là bat tous les records en termes de loyer au mètre carré, puisqu'on est proche des 1200 € du mètre carré. Et bien évidemment, on a un objectif sur Précellence à ce niveau de prestation qui là aussi vise le très haut de gamme, de viser un objectif assez similaire. Oui.
Bon, d'autres projets dans le pipe? On a d'autres projets dans le pipe. Tu l'as rappelé très justement, on travaille nous sur finalement 3 axes dans les années qui viennent. On veut privilégier l'emploi de matériaux biosourcés davantage et donc on va y revenir je pense, l'utilisation du bois dans l'ensemble de nos chantiers. On a bien évidemment un univers du luxe qu'on avait déjà beaucoup travaillé sur l'univers résidentiel au travers de la marque Residential Collection et de la marque pour les commerces pieds d'immeubles Storytail. On a la même chose et la même duplication sur l'univers tertiaire et on lance notre nouveau concept à l'occasion de ce CIMI qui s'appelle Essential Inside, c'est-à-dire qu'on va se consacrer bien évidemment à ce retour aux fondamentaux, à ce qui est essentiel pour nous, mais en restant sur des échelles où cet essentiel doit rester autour de la construction d'une ville durable, désirable et inclusive. Et il se trouve que dans ce cadre, sur la construction d'une ville durable, désirable et inclusive, on bosse beaucoup aussi avec les équipes sur le low-tech. On veut revenir aussi pas simplement dans une complexité exacerbée de nos immeubles, ce qu'on a fait depuis une quinzaine d'années désormais. On a des immeubles qui, dans leur gestion, sont de plus en plus complexes. Le 4-6 Place de la Bourse est un immeuble qui a vocation en fait à être l'immeuble le plus nul de Paris, au sens où on va viser le zéro carbone. Finalement le zéro clim, le zéro chauffage et c'est un immeuble dans sa conception qui se veut un immeuble manifeste où on veut prouver qu'un immeuble haussmannien situé place de la Bourse dans Paris Intramuros est capable de satisfaire des ambitions low-tech comme d'autres promoteurs ont pu le faire à l'instar de Nexity sur l'immeuble 22-26 à Lyon par exemple. Donc c'est cette duplication mais dans de l'ancien. Groupama Immobilier, c'est pas que de l'immobilier, et tu en parlais tout à l'heure avec le bois, c'est aussi la forêt. Lors du dernier sommet de l'université de la ville de demain, tu as appelé à la création d'un grand fonds national pour les forêts. Juste si tu peux nous rappeler cette initiative et comment ça se traduit aussi dans la stratégie de Groupama. Nous, on est conscient que la forêt joue un rôle très important dans notre écosystème, Gaël. Groupama Immobilier, je le rappelle, c'est 24 000 hectares de forêt française gérée par la société forestière Groupama. C'est une société forestière, comme son nom l'indique, qui gère en fait des forêts de production, dont je suis le gérant. On a réuni en fait autour de cette société forestière Groupama des collaborateurs spécialisés, ingénieurs agronomes, spécialistes finalement des peuplements de la forêt, du reboisement. Notre objectif, c'est de se bâtir notre propre écosystème, c'est-à-dire qu'on a, nous, l'obligation en interne de posséder et d'exploiter 1 hectare de forêt pour 100 mètres carrés de construction bâtie. Donc on a bâti notre propre écosystème pour pouvoir être vertueux sur le plan du carbone. Nos forêts aujourd'hui, c'est la séquestration de 10 millions de tonnes d'équivalent CO2 et on est effectivement embarqué, c'est un peu aussi l'ADN de notre groupe. Groupama, je rappelle, c'est l'assureur mutualiste agricole. On est très embarqué autour de la valeur de la terre et de ce que cette terre recèle en préservation de la biodiversité bien sûr, mais aussi de la séquestration du carbone. Et donc on a été très sensible à l'appel d'Emmanuel Macron autour de la forêt qui veut également renforcer la filière bois en France. L'objectif étant pour le président de la République que d'ici 10 ans on ait replanté 1 milliard d'arbres, 100 millions d'arbres chaque année. On est très loin de cet objectif aujourd'hui. On est d'accord que ça va un peu plus loin que les forêts urbaines et que... Bien sûr, on est là dans le vrai aspect de la forêt. Aujourd'hui, je rappelle qu'en France, 31% du territoire national est forestier. Ça représente 17 millions d'hectares. On a vu l'année dernière et l'année qui précédait que 62 000 hectares de ces forêts avaient brûlé aux suites d'incendies. Ces 62 000 hectares de forêts brûlées, c'est beaucoup plus de carbone consommé que toute la filière immobilière sur 3 années réunies en termes d'économie carbone. Et donc en fait, ce qui est arrivé au cours de l'année 2021, 2022 et 2023, en termes finalement d'incendies de forêt, et là ce que l'on vit aussi avec les tempêtes très récentes au cours du mois d'octobre et novembre, c'est que la forêt française, il faut la préserver. On a la chance d'avoir le 5e, entre le 3e et le 5e selon les années, stock de bois en Europe, derrière la Suisse
Suède et la Finlande, c'est méconnu. Notre forêt n'est pas suffisamment exploitée parce qu'en fait elle est émiettée en termes de possession et de propriété. Bon, et on sent une prise de conscience ou pas? Et donc pour l'instant cette prise de conscience était quasi nulle, parce que je rappelle en plus que certes on possède un stock de bois important en France, mais qu'on a un déficit commercial énorme, c'est-à-dire qu'on importe le bois qu'on utilise dans notre industrie. C'est 10 milliards de déficit commercial rien que sur la filière bois, et donc c'est une filière qu'il faut réactiver, pour lesquelles jusqu'à présent on avait finalement une forme de déni sur l'importance de cette filière, pas simplement dans la construction mais dans la préservation de la planète et du carbone, et donc Groupama se veut un acteur extrêmement engagé sur la filière. Très clair. Je reviens un petit peu sur l'immobilier, j'aimerais bien avoir ta lecture des marchés immobiliers dans lesquels Groupama Immobilier opère. Tu as déjà un petit peu dévoilé en parlant du repricing des actifs, mais quelle lecture grosso modo tu fais un peu du contexte aujourd'hui? On est une classe d'actifs où on restait extrêmement attractif, notamment pour des grands assureurs, puisque je le rappelle, pendant quasiment 8 années, on procurait un rendement courant bien supérieur à celui de nos pairs, de nos collègues qui eux géraient des obligations, soit des obligations souveraines ou des obligations corporate. Et donc jusqu'à il y a encore 2 années, donc jusqu'en 2022, l'immobilier, on surfait quand même sur la vague, notamment dans le monde banque assurantiel. C'est terminé cette époque, puisque désormais le pôle obligataire a repris ses attraits et toutes ses couleurs. On vit finalement une forme de redirection de l'épargne sur d'autres produits d'épargne, et très clairement il y a une forme de désamour pour l'immobilier, il faut en être conscient. On ne connaît pas du tout la durée que va prendre cette période, mais en tout cas l'épargne se réoriente très clairement vers d'autres classes d'actifs que celle de l'immobilier, ce qui se traduit en fait par des problèmes déjà de liquidité, puisqu'on a un certain nombre d'épargnants qui veulent sortir des produits qu'ils ont souscrits. C'est le cas notamment des sociétés civiles ou des EPCI support de contrats d'assurance vie. C'est le cas de SCPI lorsque la liquidité existe, notamment sur des CPI avec à un risque de décollecte. Et donc avec un vrai risque de décollecte, ça c'est clair, on l'a déjà vécu sur ce dernier quadrimestre, on le revivra en 2024 et probablement sous une forme plus intense. Donc ça c'est le deuxième point, on a le désamour au privilège de la classe obligataire, on a derrière une problématique de liquidité à gérer, et la troisième chose c'est qu'on gère bien évidemment dans ce cas avec le choc des taux d'intérêt un repricing des actifs au sens de l'impact de la dévalorisation et des provisions qu'il faut passer. Et donc ça c'est en l'espace je dirais de 18 mois ce qu'on est en train de subir avec beaucoup de profondeur. C'est un vrai choc, et je pense avec une forme d'électrochoc depuis septembre 2023, notamment avec l'ajustement des valeurs d'actifs. Comment ça impacte la stratégie de Groupama Immobilier? Est-ce que c'est le moment de faire pause sur les acquisitions? Est-ce qu'au contraire 2024 ça peut sonner comme le réveil et c'est peut-être le moment d'acheter? Alors on a nous dans notre groupe, au moment que nous servons donc les compagnies d'assurance vie, très clairement mis sur pause en matière d'acquisition depuis déjà mars 2022. Donc très bien prochainement, ça fera déjà 2 ans qu'on s'est mis dans une phase pause. Cette phase pause sur 2024 va continuer puisqu'on subit toujours l'effet dénominateur qui dans nos bilans font que 2022-2023 ont été des années très dures en matière de choc bilanciel, notamment du fait de la dévalorisation de nos obligations, qu'il faut porter jusqu'à maturité, mais qui dans leur valeur de mark-to-market ont baissé de 30 à 35%. L'effet dénominateur, c'est que mathématiquement, en ne faisant aucune acquisition, on a gagné une allocation d'actifs immobilières qui est au-dessus de 10%. Ouais. Et donc, le mot d'ordre, c'est ne pas acheter, c'est maigrir, bien au contraire. Et donc, on met en pause l'ensemble de nos développements, l'ensemble de nos acquisitions. Ne pas acheter, ça veut dire vendre ? Ne pas acheter, ça peut vouloir dire vendre de façon opportune. Donc effectivement, nous ne sommes pas des vendeurs pressés, mais on est plutôt dans une position vendresse qu'acheteur. Donc plutôt ferme sur les valeurs quand même ? Et plutôt ferme sur les valeurs, oui. Bon, le message est clair. Je m'adresse maintenant au président du LI France. Il y a eu une étude qui a tous les ans, Emerging Trends in Real Estate en Europe, qui place Paris encore de manière assez honorable dans les classements, une place attractive. Quelle est un petit peu ton analyse sur l'attractivité de Paris? Et puis je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le PLU bioclimatique. Est-ce que finalement Paris attractif en 2023 continuera à l'être en 2024 avec les nouvelles contraintes urbanistiques imposées par la mairie?
Alors, Emerging Trends in Real Estate, c'est une étude qui est menée conjointement par ULI en Europe et avec le cabinet PricewaterhouseCoopers, PwC. C'est la 23e édition de cette étude en 2023. Elle est menée en fait de façon très approfondie, fouillée auprès d'1 millier de décideurs en immobilier. En France, pas loin de 120 décideurs qui ont participé à cette étude qu'on a publiée donc au mois de novembre. Paris ressort effectivement en deuxième position du classement derrière Londres, donc plutôt toujours comme ville très attractive. Mais effectivement, Emerging Trends met en exergue le fait que beaucoup d'investisseurs dans le monde et en Europe sont soucieux de l'aléa qui est posé aujourd'hui par le PLU bioclimatique à Paris, par l'effet de mimétisme également qui pourrait suggérer à d'autres maires en France, et par le fait que beaucoup d'investisseurs considèrent que c'est une atteinte finalement à la propriété privée, à la forme de liberté qui leur est donnée sur le futur usage de leur immeuble. Donc oui, c'est susceptible d'avoir des impacts importants en 2024 avec ce PLU bioclimatique qui, s'il était adopté en l'état, après l'étude d'impact qui se dessine courant janvier-février 2024, très clairement beaucoup d'investisseurs risquent de montrer un réel désintérêt sur Paris, et on surveillera avec attention l'étude Emerging Trends in Real Estate 2024 telle qu'elle sera publiée en novembre 2024, donc après l'adoption ou pas de ce PLU bioclimatique qui doit se faire entre juin et septembre, et qui sera susceptible effectivement ou d'infirmer mes propos avec quelque chose qui sera plus doux dans l'adoption de ce PLU en matière de mesures notamment de pastillage et de délaissement, ou plus affirmé, auquel cas effectivement on a une industrie qui pourrait à nouveau être contrariée par l'adoption de ce PLU. Je sens que ça va ferrailler. Je reste sur ULI France, tu es président de ULI France depuis cet été. En 2-3 chiffres, juste une petite présentation de cette organisation internationale, et puis quelle est un peu ta feuille de route en tant que président du ULI France? Alors ULI France, donc l'acronyme c'est pour Urban Land Institute. Je rappelle que ULI dans le monde, c'est le premier think tank à l'échelle mondiale en immobilier qui fédère en fait tous les professionnels de l'immobilier. C'est 50 000 membres dans le monde. Il se trouve que ULI en Europe existe depuis une vingtaine d'années, et en France, on va dire, ULI a vraiment pris un pied en France depuis 2018, et l'arrivée notamment avec sa déléguée générale en 2019 de Mélanie Charpentier. L'objectif avec 800 membres désormais qui constituent ULI France, c'est de porter les valeurs mondiales de Urban Land Institute. Ces premières valeurs, je les rappelle, c'est notamment participer de la construction d'un monde décarboné. C'est l'un de nos premiers objectifs. Et donc notamment avec les ateliers Sea Change qui sont menés à l'échelle européenne, où on voit bien d'ailleurs qu'on a un niveau de réglementation qui est juste assourdissant et complètement hétérogène au niveau européen. C'est ce que met aussi en exergue ces travaux au sein du ULI. Le deuxième axe après la décarbonation, c'est de pouvoir finalement travailler sur ce qu'on appelle le mixed use, donc cette ville hybride qui doit se constituer, ville métabolisme comme le dit Philippe Chiamaretta, et donc tout ce côté hybride et réversibilité des actifs, c'est le deuxième axe de recherche. Le troisième, en fait, il est de nature beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle la valeur de l'apprenant, donc le transfert aux générations qui vont nous succéder de notre expérience, un niveau aussi d'éducation pour promouvoir l'ensemble des métiers d'immobilier. Et pour ce faire, en fait, on a lancé, c'est le cadre de mes 6 premiers mois de mandature, sur un mandat qui dure 2 années. On a lancé en France très récemment Urban Plan, qui vise à former des jeunes dans des formations de lycée et post-bac, dans des zones d'éducation prioritaire, sur nos métiers de l'immobilier, pour aussi préserver l'attrait de nos métiers à l'avenir. Sur ce capital humain, et ça va être ma dernière question, il y a un risque aujourd'hui que l'immobilier ne soit plus attractif et qu'on perde des talents, qu'on n'arrive pas à les retenir, et surtout qu'on n'arrive pas à attirer les nouveaux? Très clairement, pour moi, ce risque aujourd'hui, on n'en est encore qu'aux prémices, mais je le constate déjà. Il y a un certain nombre d'étudiants très brillants que l'on avait en contrat d'apprentissage, venant d'écoles d'ingénieurs, venant d'écoles de commerce, qui aujourd'hui bifurquent sur d'autres métiers que l'immobilier, en sachant qu'on est en fait en train d'initier une histoire, et plus, on va dire, une histoire de décroissance que de croissance de nos modèles, avec des acteurs qui, il faut l'avouer aussi,
ne se sont pas réinventés, donc un modèle considéré comme passé par beaucoup de jeunes, voire passéiste, et un challenge effectivement pas que sur l'attrait de nos métiers et la révision de nos modèles économiques, mais sur le fait qu'effectivement on puisse leur présenter des caractéristiques ou en tout cas des perspectives économiques qui sont attractives. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes entendent parler des plans sociaux ou des plans de départ volontaires dans beaucoup de nos structures. C'est clair que ça ne participe pas d'un attrait. Il va falloir traverser cette période. Prenons et tirons et gardons les enseignements de la crise des années 90. On a fait beaucoup d'erreurs à cette période. On a laissé vraiment partir une génération d'actifs qu'on n'a jamais retrouvés, qu'on a mis 10 ans à reconstituer. Aujourd'hui, on a formé beaucoup de talents. Moi, j'en vois effectivement certains qui se dirigent vers d'autres industries, notamment l'énergie, on en parlait tout à l'heure Gaël, mais aussi l'industrie du luxe, de la distribution qui retrouve ses attraits. Et donc, il faut être sensible à ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps, puisque c'est un peu l'objectif du Big Entretien, c'est qu'on prend un peu son aise. Merci d'avoir supporté ce canapé particulièrement inconfortable. Merci Gaël et bon CIMI je te souhaite un très bon CIMI. Puisque nous sommes le premier jour de ce CIMI 2023 et donc bon CIMI à toutes et à tous. Et merci à Béziers Simo de votre interview, de votre invitation. Merci et à très vite.